Adepte résolue de l'expérimentation en art, Angelica ne cesse de surprendre depuis un tragique accident au sortir de l'adolescence. Inconsolable, il s'est assigné une tâche et la poursuit sans relâche à bientôt 70 ans. Quelle tâche? Quel accident? C'est à découvrir au cours d'une balade photographique entre Palais de Tokyo où il a œuvré pendant 17 ans et Hôtel des Invalides où il célèbre un autre glorieux insulaire. Une consécration pour ce vidéaste de l'émotivité et de la dignité, avec ou sans fil. Allez Ange, c'est par ici que ça se passe. Bienvenue dans votre vie. Vie qui va défiler dans différents espaces. On va commencer par celui-ci. Hein? Avec plaisir, oui. Avec cette première photo. Qui en a là? Ben, on a mon grand-père au centre, là, Angelica. On a Angelica, effectivement. On est sur un bateau. Oui, le Gênes Pereire. Là, on est dans les années 25, je pense, oui. Et il est intendant en chef. C'est lui qui gère toute l'intendance du bateau. Et là, je crois qu'il est en photo avec toute son équipe. Un personnage, un sacré personnage, lui, Angelica. Hein. Et Angelica, il a une particularité, c'est qu'il a quitté la Corse. Il est installé du côté de Marseille. Alors, lui, oui, il est installé à Marseille. Oui. Et il va avoir un enfant à Marseille. Et puis, cet enfant, on va le retrouver sur la diapositive suivante. C'est lui là-bas, c'est votre père, Mon tout jeune. père, Luc. Luc Leccia, effectivement. Et en face, on a mis une jeune fille qu'il rencontre pratiquement à cet âge-là, quand il a 7-8 ans. Hein. Lui, il est élevé au quartier du Panier à Marseille, et il a un oncle du côté de Morsilia qui se marie, et il est envoyé là-bas au mariage. Et au mariage, il rencontre Marie-Céleste Félicie. Alors là, ils ont 7-8 ans. Après, lui va retourner à Marseille, bien sûr, leurs chemins vont se séparer. Oui. Et puis, en 1942, quand les Allemands envahissent la France, la zone libre, mon père, son oncle, qui était aussi travaillait sur un bateau, qui était aussi marin sur un bateau, lui dit: ça va être le dernier bateau pour la Corse. Je te conseille de te réfugier au village avec ta mère à Olette. Et sur le bateau, il rencontre à nouveau ma mère qui vivait la même situation, et il rentre en Corse. Et sur le bateau, je pense qu'une idylle aussi est née. Continue de naître, effectivement, tant et si bien que quand ils sont au village, il a de cesse de venir rendre visite à la petite Marie-Céleste, jusqu'au moment où il veut lui demander sa main. Il veut demander sa main, et mon grand-père lui a dit: écoutez, allez à la guerre, si vous revenez de la guerre, on verra après. Ah, il lui dit ça, les yeux dans les yeux. Je veux bien vous donner ma fille, mais revenez vivant, quoi, en fait. Revenez vivant, exactement. Tout simplement. Et donc là, votre père, on va le retrouver où? On va le retrouver vivant, mais blessé. Là, il est à l'hôpital de Lyon, parce que mon père, donc, après, en 1943, a rejoint l'Algérie, où il y avait donc l'armée française. Ils ont débarqué, ils ont fait le débarquement en Italie. Ils ont remonté, mon père a fait toute la campagne d'Italie. Exactement, il a fait Monte Cassino, votre papa. Il a fait Monte Cassino. Il a risqué sa vie quelques fois, il a failli y rester vraiment plusieurs fois. Hein. Plusieurs fois, oui. Mais il va s'en sortir, effectivement. Il va s'en sortir. Tant et si bien qu'à la fin de la guerre, il revient, et là... Voilà, on est en 1946. En 1946, il épouse Marie-Céleste. Voilà, il épouse ma mère. On les voit aussi quelques années plus tard. Et on voit que le mariage, effectivement, c'est 75 ans plus tard, ils sont encore vivants, vos parents, et encore ensemble. Ils sont quel âge? Mon père a 101 ans et ma mère a 99 ans. Ils sont toujours ensemble, oui, ça fait 75 ans de mariage. Et ils s'aiment toujours autant. Un petit mot quand même, alors on a parlé beaucoup de votre papa, effectivement, courageux. Mais quand il va revenir de la guerre, il va dire la violence, stop. Il avait commencé des études à Marseille, mais il a préféré passer le concours pour être instituteur. En Corse, ne plus bouger de la Corse. Il va être instituteur du côté de Minerve, hein, bien sûr. Il a commencé avant à Taglio Isolaccio, à Pieve. Donc lui, une vie tranquille d'instituteur. Et à côté, dites-moi quand même un petit mot sur Marie-Céleste, parce que Marie-Céleste, c'est quoi son caractère?
Marie-Céleste, elle est très... Elle n'est pas tranquille, elle. Elle n'est pas tranquille, elle a beaucoup d'énergie. Elle aurait rêvé, à l'époque, on est en pleine expansion coloniale française. Elle a des amis qui lui disent, qu'elle voit l'été, « Ah, moi, je suis au Vietnam. Ah, moi, je suis au Congo. Moi, je suis je ne sais pas où. » Et moi, elle aurait rêvé de... Elle avait toujours, presque tout le temps, vécu en Corse. Elle avait envie d'aller ailleurs. Et malheureusement, mon père n'a jamais voulu. Il n'a jamais obtempéré. Il n'a jamais obtempéré. Et j'ai toujours vécu ce conflit, enfin, qui était un conflit, disons, pas... Pacifique. Pacifique, voilà. Tranquille, en tout cas. Tranquille. Et elle va rester pour lui par amour, effectivement. Allez, on retourne dans le temps. Et puis il y a ça. Vous arrivez, vous, en 1952. 1952. En 1952. Alors, vous êtes avec votre frère, là, Jean-Pierre. Jean-Pierre, oui. Qui est l'aîné, lui, de la famille. Qui est né en 49. Et là, tous les deux, on est devant le groupe scolaire de la commune de Barrette, allez, à Minerbio, là où je suis né, au hameau de Minerbio. Et là, là où vous allez passer les 8 premières années de votre vie. Et est-ce que, j'en rajoute, si je dis que c'est peut-être les 8 années les plus heureuses de votre vie? En tout cas, c'est le bonheur, là. Ah, c'est le grand bonheur, même. Voilà, c'était une vie... enfin, là, on ne le voit pas, mais il y a la mer à perte de vue juste en face. C'était le paradis. Et puis, subitement arrive ceci. Ah. Non, c'était... Oui, c'est... Important, lui. C'est le petit dernier de la famille. Alors, là, on est à Bastia. Donc, oui, parce que votre papa va avoir des postes successifs. Oui, bien sûr. Et en 1963, Jean-Claude, notre frère plus jeune, arrive. Et là, concomitamment à cette arrivée de Jean-Claude, il y a aussi l'arrivée des 2 grands-mères à la maison qui viennent donner un coup de main à la maison. Qui viennent donner la mère de votre papa et la mère de votre mère. Et il y a cet afflux. Et ça vous déboussole complètement, ça, on peut dire. Alors, c'est pas que ça me déboussole, c'est... tout d'un coup, par exemple, j'avais une chambre pour moi tout seul, je la partage avec une de mes grand-mères, enfin, une espèce d'autonomie, de rêverie qui disparaît, mais qui m'oblige à construire une autre façon de vivre. Oui, mais avant l'autre façon de vivre, du coup, vous redoublez votre 6e, il y a vraiment un vrai souci, là, quand même. Oui, parce que alors, mes parents, mon père... et ma mère aussi me suivait, me faisait faire les devoirs. Et puis là, tout d'un coup, c'est l'abandon total. Ils ne s'en sont pas aperçus. Tout est focalisé sur le petit frère. Et moi, c'est la liberté. Je fais ce que je veux. Je ne vais plus... oui, parce que vous faites surtout ça. Écoutez, on est mieux face à la mer qu'en salle de cours, qu'en cours de mathématiques. Ouais. Moi, j'étais tellement épris de liberté. En plus... Je suis dyslexique, vous le voyez quand je vous parle, j'ai du mal des fois à construire des phrases. J'avais besoin j'avais un mal, vraiment, pour moi c'était une torture, la scolarité. Et même la maison, finalement, vous ne rentriez même pas à la maison non plus alors? Oui, enfin, pour dormir quand même. Pour dormir quand même. Donc de longues heures et de longues heures sur le port de Bastia, jusqu'à un jour où vous allez à l'école et vous poussez la porte de cette classe. Oui, ça, c'est la section artistique. C'est l'espace que dirigeait José Lorenzi. Et tout d'un coup, j'ai compris qu'il y a eu comme un flash que c'était mon espace. Enfin, je me suis reconnu dans les élèves que je voyais là, en train de peindre, en train de dessiner, en train de faire des sculptures. Il y avait une activité dans cette salle. Je me suis dit, mais ça, c'est fait pour moi. Ils n'étaient pas assis, ils étaient debout. Voilà, je senti que c'était une atmosphère de créativité. Voilà, il y avait une effervescence. Un bouillonnement. Ce qui fait que ça se voit sur votre bulletin scolaire. Alors, je ne sais pas si c'est en première ou en terminale. Passable, aucun travail, travail insuffisant, à progresser, peu d'efforts. Et là, par contre, effectivement, dessin. Quel artiste, Ange! Quel artiste! Ça, c'est José Lorenzi qui... Ben oui, mais j'espère que ce bulletin donne de l'espoir au cancre. Parce que artiste, vous l'êtes, on l'a, là. Ça, c'est vous qui... Qu'est-ce que vous faites, là? Alors là, c'est la fin des années 60, c'est l'expérimentation, c'est les années psychédéliques. Oui, là, je prends des matières, de la peinture que je mets dans du cellophane. Avec une caméra, je mets
mon produit à l'intérieur de l'objectif. Voilà, c'est l'expérimentation, c'est la création en continu. Vidéo toujours, hein. Déjà la vidéo. C'est pas de la vidéo, c'est du film Super 8. Oui. Ça c'est du film. Mais en tout cas, c'est ça qui vous intéresse, c'est le film. Oui, moi c'est le film, toujours depuis... Et puis, à cette époque-là, on va rester là-dessus. À cette époque-là, c'est le bonheur, c'est la couleur bleue, effectivement. Et puis, vous êtes amoureux. Oui. Hein, vous êtes amoureux, vous vivez un grand amour, tout va bien, jusqu'au jour où vous avez rendez-vous avec votre fiancée de l'époque, vous l'attendez, elle prend les routes du Cap Corse, et puis, je ne sais pas pour quelle raison, elle a un accident, et votre fiancée, votre promise, meurt. Et du coup, j'ai matérialisé ça avec ça. Est-ce que je me trompe pour dire que finalement, ces années-là, qui auraient pu être idylliques, c'est les années rouges, c'est les années de sang? Oui, enfin, ce moment-là m'a fait basculer de cette vie dont on parlait tout à l'heure, paradisiaque, au monde réel. Enfin, pour moi, il y a eu avant et après. À partir de ce moment-là, je ne connaîtrai plus l'insouciance. Avant, c'était la vie, c'était le paradis. Et là, tout d'un coup, j'ai basculé, et je pense que toute une génération, parce qu'elle était aussi amie de toute ma classe, je me souviens, le lycée de Bastia a été traumatisé par ce décès. Et oui, moi, j'ai eu une autre attitude, je suis devenu différent. J'ai eu encore plus envie d'être artiste, je pense, pour soit honorer sa mémoire, ou continuer l'œuvre que l'on avait commencé à construire ensemble. Et cette œuvre, ce n'est pas en Corse que vous allez la faire, c'est ailleurs, c'est à Paris. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille à Paris. Allez. Allons-y à Paris. Venez avec moi. Ange, vous arrivez à Paris. Et Paris, dites-moi si je me trompe, Paris, c'est ça. J'ai envie de dire, c'est un nouveau look pour une nouvelle ville, hein? Déjà, lorsque on quitte le lycée, qu'on quitte la Corse, on quitte les parents, on se retrouve seul, on se trouve une espèce de liberté qui est comme ça, qui arrive, et en même temps la nouveauté d'une ville qu'on ne connaît pas. C'était des années d'apprentissage. Et en même temps... Mais c'est pas un souffle nouveau, Ange. Vous n'arrivez pas en disant « c'est magnifique », non? Moi, vous savez, je dis jamais « c'est magnifique ». Vous rencontrez du beau monde. Regardez, notamment, il se passe quelque chose, là, oui, avec cette scène. Notamment, il y a des vraies rencontres artistiques. Il y avait toute une faune parisienne. Mais moi, cette faune, je l'observais plus que... Enfin, je la fréquentais, mais plus en observateur. Parce que je n'avais pas envie ni de me perdre, c'est-à-dire que j'avais toujours ce côté un peu paysan, c'est-à-dire d'observateur. Avant de m'engager, j'observais et j'essayais de prendre les choses qui allaient me servir pour construire mon travail, mon œuvre. Vous étiez déjà un petit peu en mission à Paris, là? En mission. En mission, et oui, vous dites que j'ai toujours été en mission. Ah oui? Oui. Et oui, je suis en mission. J'ai cette responsabilité. Moi, j'ai toujours eu une gravité de la responsabilité, pas de la tâche à accomplir, mais de tout ce que j'ai à faire et tout ce que j'ai à traduire, de tout ce que je vois, le transformer en poésie, en œuvre d'art. Et ça s'enchaîne d'année en année. Vous faites ça aussi? Oui, ça c'est... Et magnifiques images. Parce que... Qu'est-ce que vous faites là, Ange? Écoutez, je pêche, parce qu'on parlait de la vie parisienne tout à l'heure, il fallait aussi la financer, la vie parisienne. Et tous les étés, pendant plusieurs années, j'ai fait le pêcheur. Je trouvais que c'était hyper important, cette immersion dans la réalité, enfin dans la vie concrète, une vie qui n'était pas la mienne, ou je savais que ça n'allait pas être ma vie. Le fait de pêcher pour vous, c'était quoi? C'était une nouvelle... Les gens vous regardaient différemment?
on était des héros hein, quand on arrivait, quand on sortait des jours de tempête. On était là. Des fois, il y avait des bateaux en difficulté, on allait les chercher. Voilà. Moi, je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais j'ai vu, j'ai senti que ça avait été une étape hyper importante, même socialement, pour moi. C'est quelque chose, mais justement, il y a une vraie schizophrénie là pour vous à l'époque. Parce que vous parlez d'université, effectivement, quand vous arrivez à Paris, vous vous inscrivez dans une faculté d'art plastique, et là, au miracle, vous, l'élève médiocre, qui avait redoublé, on le rappelle, la 6e, la 3e, la première aussi, hein, là, vous devenez un élève brillant, vous avez vos années... Vous êtes obligé de dire tout ça. Vous avez vos années facilement, vous vous retrouvez vite en maîtrise. Là, vous êtes avec un de vos profs, justement, sur une émission sur France Inter. Là, c'est facile, les études, en plus. Oui, parce que, je vous dis, j'avais tellement fait de choses au lycée de Bastia avec José Lorentz, qui nous avait donné une telle confiance. Il nous avait tellement démultiplié la créativité qui m'habitait, qu'après, à Paris, tout s'est mis en place assez facilement, dingue, hein. Très, très facilement. C'est un peu comme si j'avais fait une super prépa. Je suis arrivé à la fac, je ne faisais que dérouler ce que j'avais appris. Et là, c'était un spectacle pour France Culture. Et bien sûr, en tant que Corse, j'ai plutôt une voix grave, issue de la tradition de la padielle. Et là, je chantais, je faisais des sons pour un enregistrement, pour un concert qui était à la maison de la radio. Vous êtes à 2 doigts de faire un doctorat, là, à l'époque. Hein, vous êtes à 2 doigts de faire un doctorat. Oui, vous êtes parti pour. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il se passe ça. Ah oui, la Villa Médicis. Le doctorat est interrompu et on vous retrouve à la Villa Médicis, à Rome. À Rome, oui. Là, j'aime bien, je ne savais pas que vous aviez fait ce montage, mais j'aime bien cette série de photos, puisqu'on voit des téléviseurs, on voit aussi un projecteur Super 8, on voit ces toiles que je remplis. En fait, je fais des dessins, que je sérigraphie, que je découpe. Et en fait, c'est un peu sur la dématérialisation de l'image. C'est un peu comme un téléviseur, quand il n'y a plus d'image, il n'y a que la neige, et en même temps, c'est le potentiel de toutes les images. C'est extraordinaire hein, d'arriver à la Villa Médicis au début des années 80. Et ce qui se passe aussi d'extraordinaire... En 80, combien? 81. 81. Eh bien, ce qui se passe en 81 en France, c'est ça. C'est l'arrivée de cet homme-là au pouvoir, la gauche qui arrive, et la gauche, elle arrive avec 101 propositions, et dans une de ces propositions-là, il y a de remettre en avant la culture et de remettre en avant les artistes. Avec Mitterrand, vous allez le voir quelques fois, mais un que vous allez voir souvent, c'est Jack Lang. Jack Lang, vous allez l'accompagner partout. Vous êtes, à l'époque, une star, quand même, il faut le dire. Hein. Les artistes contemporains accompagnent Jack Lang. Qu'est-ce que vous faites avec lui, là? Là, il m'a invité en tant qu'artiste, mais je n'étais pas le seul, hein, parce que régulièrement, lorsqu'il faisait un voyage, un déplacement, il demandait à un artiste de l'accompagner. C'est votre chance, ça, quand même, hein, ça, au début de votre carrière, de rencontrer un tel ministre et une telle politique, en fait. Hein. Oui, je pense que c'est la chance d'une génération. Et donc, ça vous permet d'être notamment ici? Alors là, c'est la Biennale de Venise. En 86, hein, 86, oui, je représente la France à la Biennale de Venise. Là, j'expose au Palais des Prisons et exactement dans la salle où, lorsqu'un prisonnier décédait, il était déposé. Et là, j'avais été impressionné par l'appareillage des murs où ces pierres, pour moi, étaient chargées d'histoire, mais en même temps, elles étaient presque abstraites. Et j'ai fait un parallèle avec ces téléviseurs aussi, sans programme, sans images. Enfin, quand il n'y a plus que l'énergie, il n'y a plus que la lumière, et il y avait un tissu comme un linceul. Là, on est en 1986, mais comme je disais, vous êtes très demandé à l'époque, et on va vous retrouver de l'autre côté de l'Atlantique, on va vous retrouver là aussi. Oui, ça c'était au Guggenheim, à New York. Oui, effectivement. Et ce qui est intéressant là, surtout, c'est que vous avez un art, dites-moi si je me trompe, c'est un art qui ne se vend pas, vidéaste. Vous faites le pari de cet art-là, c'est plus un art muséal. Et là, à Guggenheim,
on vous propose presque de devenir riche, là. Qu'est-ce qu'on on fait une proposition là, en 1986? Oui, enfin, il y a une grande galerie, Liliana Sonaband, à New York, qui me demande de m'installer, parce que alors là, d'être un peu prétentieux, mais j'ai eu des articles dans le New York Times. Bon, j'ai fait pas mal d'actualités. Le Guggenheim m'achète des œuvres. Et j'étais un peu un artiste à la mode et en vue. Et on me propose de m'installer à New York. Mais moi, je venais de connaître la personne qui allait devenir ma femme. J'étais français, enfin quand je dis j'étais français, je vivais en France, j'avais construit une situation, j'avais des repères, j'avais ce rapport viscéral à la Corse que je ne voulais pas casser et j'ai refusé. J'avais pas envie de devenir américain. Ni riche. Je le regrette pas, j'ai construit ma vie comme... Et on va voir justement, voilà. Parce que après ça, on va vous retrouver là. Oui, à la Documenta Castle. Alors ça, c'est une immense expo, hein, on peut dire. C'est un peu comme la Coupe du Monde, allez, disons. Effectivement, ça se passe donc dans la ville de Kassel, c'est dans la province de Hesse en Allemagne. Ça a lieu tous les 5 ans, c'est une très grande exposition qui réunit les plus grands artistes contemporains de l'époque. Il y a 500 000 personnes qui passent en moyenne visiter là. Hein. Parmi tous les spectateurs qu'il y a des Japonais. Et vous tapez dans l'œil des Japonais. Oui, enfin, disons que les Japonais invitent des artistes qui leur semblent intéressants à enseigner au Japon et à y exposer. 3 mois après, vous avez déjà votre propre exposition, là. Là, on voit, par exemple, au Japon, qui est le pays de la technologie, des machines, je me suis beaucoup plus intéressé aux êtres humains. Là, on voit sur cette image, c'est une œuvre d'ailleurs qui appartient au FRAC de la Corse. C'est la première fois que je la présente. Je mets les êtres humains les uns vers les autres, avec une espèce de retenue où il y a ce baiser qui est un peu en suspension. Quand vous êtes là-bas, vous exposez, mais vous ne vous contentez pas d'exposer. Voilà, ça c'est quand j'enseigne. Vous enseignez aussi. Ouais, j'enseigne. Parce qu'on ne l'a pas assez dit, même en France, vous n'avez pas votre doctorat, mais vous êtes enseignant. Vous allez enseigner l'art plastique. Alors, moi, je suis, disons, dans les écoles d'art invitent des artistes à enseigner, à encadrer des jeunes étudiants, et j'ai fait ça toute ma vie. Et moi, je trouve que c'était hyper important de transmettre aussi, enfin, d'être relayeur, passeur. Et au Japon, vous allez revenir régulièrement, bien sûr, au Japon. Hein. C'est vraiment, il y a une vraie fidélité d'ailleurs entre vous, entre votre amitié japonaise. Alors, parce qu'au Japon, alors la religion Shinto c'est une religion qui déifie la nature. Et souvent, le week-end, le dimanche, quand je me promenais avec des amis japonais, et on allait se promener sur des montagnes, on prenait des chemins, on allait au bord de la mer, et je voyais qu'ils avaient un rapport, un regard que moi je n'avais pas. C'était presque religieux. J'ai senti qu'ils avaient un rapport vraiment religieux aux éléments. Et lorsque je suis retourné en Corse, je n'ai plus vu mon île de la même façon. Et notamment ici, alors là on est à Nantes, c'est un lieu... Nantes, c'est un village que j'aime beaucoup. Hein, c'est le Cap Corse. C'est une des plages de mon enfance. Et j'ai revu cette plage différemment. Et j'ai eu envie de la réécrire, de la re-raconter et de lui donner un autre sens. Et est-ce que ce n'est pas un petit peu la définition de l'art? Est-ce que vous ne seriez pas devenu véritablement un artiste au Japon? Parce qu'un artiste, finalement, c'est quelqu'un qui voit la même réalité que nous, mais finalement qui l'interprète de façon différente. Je pense que l'artiste nous apprend à regarder la normalité, mais d'une façon différente. Et ça va être votre tube, ça. On va le retrouver un petit peu partout. Hein. Là, on voit, justement, il y a en haut, vous êtes au Kazakhstan, au Japon encore, l'opéra, le musée de Genève. C'est vraiment... le mot est là, un tube, c'est votre tube. Si vous étiez musicien, ce serait votre tube en tout cas. Si j'étais Christophe, on aurait dit Aline. Oui, mais en même temps, c'est une pièce qui me représente tellement.
On l'a vu à travers mes origines, le rapport à la mer, je suis cap-corsin. Je pense qu'il n'y avait que moi qui pouvais faire cette œuvre. Enfin, c'est un peu... Voilà, non, et puis moi, ce qui m'intéresse dans cette vague, dans cette mer, c'est que la mer se réinvente tout le temps. C'est la frontière, on passe de la mer à la terre, et il y a cette frontière blanche qui ondule complètement tout le temps, cette écume, qui est aussi un espace blanc, c'est-à-dire c'est l'espace de la création, c'est la page blanche de l'écrivain, c'est la toile blanche du peintre. Voilà, c'est là. Le temps, c'est le temps, c'est un sablier aussi. C'est un sablier qui mesure le temps, on y voit plein de choses. Nous sommes en 1998, Ange, et en 1998 aussi, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, c'est ça? Oui, alors c'est le ministère de la Culture me demande, me parle de l'ouverture d'un futur centre d'art contemporain qui allait être le Palais de Tokyo, et il me demande de penser comment l'habiter, qu'est-ce qu'on pourrait y faire, Voilà, sachant aussi que j'étais enseignant, ils m'ont demandé de faire un projet d'encadrement de jeunes créateurs. Et ça, j'ai fait ça pendant... Ça va être votre vie pendant 17 ans, directeur 17 du ans, pavillon du Palais de Tokyo, effectivement. Vous allez recevoir des artistes de tous les horizons, hein, chaque année, et avec eux, vous allez parcourir beaucoup d'endroits. On vous voit à Valenciennes, on vous voit au Japon, on vous voit un petit peu partout. C'est une espèce d'incubateur. Il y a quelques stars, hein, qui vont passer parmi elles. Il y en a beaucoup. Il y a notamment un qui a eu la Palme d'Or à Cannes en 2014, par exemple. Oui, Joe Apichatpong, Vera Setakul. J'avais contacté des maisons de production, on a commencé à travailler, à réfléchir à la fabrication d'un film qui a pris naissance ici, au Palais de Tokyo. Et voilà, donc c'était une résidence accompagnée. Mais c'est là, on est à Paris, ça va durer 17 ans, mais est-ce qu'on peut dire que ça aurait pu être là? Parce qu'à la même époque, là, on est à Morsilia, au village. Il y a une ruine, oui. là, c'est votre petite fille. Et à la même époque, en fait, avant de dire oui au Palais de Tokyo, vous avez essayé de rentrer en Corse, non? Oui, moi j'avais envie de monter un projet en Corse, un projet international, parce qu'il y a des artistes, j'en fais partie, quand je dis je fais partie, tout jeune Corse peut devenir un artiste de haut niveau. Donc, sauf qu'à un moment donné, il faut rencontrer la bonne parole, il faut être accompagné, il faut rencontrer une structure professionnelle qui vous met qui vous forme, qui vous met le pied à l'étrier et qui vous forme. Voilà. Et j'ai eu envie de faire ça. J'avais même pu avoir des aides du ministère de la Culture. Mais j'ai pas réussi. C'était très difficile pour moi parce que toutes les personnes qui étaient au pouvoir à ce moment-là, c'était que des amis. C'est des personnes avec qui j'avais été au lycée et tout. Et toutes m'ont dit oui, on va le faire. Et ça ne s'est pas fait. Voilà. Ce qui s'est fait, par contre, cette maison, à Morsilia. Oui. Effectivement, il a fallu quand même 25 ans, hein, pour la faire. Ça a été des travaux titanesques. Et aujourd'hui, vous habitez là, Ange, quand vous venez en Corse. Hein, c'est mon atelier, oui, j'y passe à peu près la moitié de l'année. Avec une vue exceptionnelle sur la mer. On peut dire que vous avez privilégié la vue aussi dans cette maison. Ouais, une partie était une maison de famille que j'avais héritée de ma grand-mère. Et le reste, c'était une maison qui ne m'appartenait pas. Et au fur et à mesure, je l'ai rachetée et je l'ai aménagée d'une manière basique et simple, hein, mais je peux y travailler à l'intérieur. Donc pendant que vous êtes effectivement au Palais de Tokyo, vous continuez de faire des œuvres aussi. Hein. Pareil, ça n'accapare pas tout votre temps. Et on a la preuve avec cette image-là. Ça, c'est une sacrée expo au Magval, Ange Leccia. On va regarder ce que ça donnait à l'époque. Et ça va nous interpeller, justement. Et là, on voit sur le côté, justement, vos expérimentations de jeunesse, quand il y avait cette fameuse couleur rouge qu'on a quittée tout à l'heure, là on part sur le jaune, que vous faites correspondre avec des images. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer là? Que vous vous étiez réconcilié avec votre passé ou rien à voir?
Oui, enfin, c'est pas une réconciliation. C'est-à-dire que le passé arrive, culte, rencontre le présent pour faire un film, pour faire œuvre. Alors là, c'était une exposition qui récapitulait un peu, enfin, puisque c'était un très très grand lieu où j'avais à peu près 10 000 mètres carrés d'espace investi. Donc, c'était, oui, il y avait l'idée d'une récapitulation. Là, ce côté rouge, ces expériences qui venaient du lycée. Où ça veut dire que c'était enterré, ce mauvais souvenir de la Corse, de ce deuil que vous avez vécu. C'était enfin, vous l'aviez fait le deuil enfin, ou c'est vraiment pas d'actualité là? Oui, mais on fait jamais le deuil. Moi, je le ferai jamais. Mais ça me permet de continuer à faire œuvre, de me soutenir. Oui, enfin, c'est vrai que c'est un hommage d'une certaine façon à mon ami qui est décédé quand on avait 17 ans. Et voilà, mais moi, ce deuil n'a jamais été, même si ça a été très très dur à vivre, je l'ai toujours transformé en un plus, c'est-à-dire que ça m'a toujours accompagné dans ma création, ça m'a toujours aidé à construire, et ça m'a aussi toujours donné confiance, envie ça a toujours été là à côté de moi pour toujours les moments les plus importants de ma vie. Et puis la vie étant ainsi faite qu'après la mort, il y a la vie et inversement, et donc on va le voir sur cette vidéo-là. Elle aussi. C'est rare qu'on voit votre famille. Là, c'est votre petite fille. Enfin, elle n'est pas si petite que ça. Hein. C'est la petite fille qu'on a vue tout à l'heure sur la vidéo. Oui, tout à fait. C'est inspirant ou pas? Parce que vous êtes très pudique sur votre famille. On voit très peu de choses. C'est l'une des rares images d'ailleurs qu'on voit de... Oui, ben, c'est parce que d'abord, je veux les laisser tranquilles. Hein, et puis, je ne sais pas si eux avaient envie toujours... Même, je les ai beaucoup filmés. Mais plus comme un accompagnement, comme aujourd'hui on fait des photos avec son téléphone. À l'époque, j'avais toujours une caméra, j'ai beaucoup filmé ma famille. Et là, j'ai demandé à ma fille, pendant qu'elle travaillait, qu'elle faisait ses devoirs, je la voyais chanter en même temps en écoutant de la musique. Et je l'ai filmé, un peu de karaoké. Et là... Et en contrepoint, c'est des vieilles images. Voilà, c'est des vieilles images que j'avais filmées sur la plage de Nantes en 70 avec une caméra Super 8 et je cours sur la plage, je vais vers le soleil, enfin une espèce de dialogue comme ça, animal, instinctif avec les éléments. Et j'aimais bien mettre en contrepoint ma fille en train de chanter, qui est plus calme, qui est une image plus sereine, plus maîtrisée. J'aimais bien la relation. Et souvent, mon travail fonctionne comme ça, avec des images calmes qui sont mises en opposition, avec des images des fois de guerre. Ouais, c'est magnifique ça. On est en 2014. En 2018, votre contrat avec le Palais de Tokyo s'arrête. Oui. Après vous, ce sera le désert, parce qu'il n'y aura personne qui vous remplacera. Vous êtes à la retraite du Palais de Tokyo, mais ce n'est pas parce que vous êtes à la retraite du Palais de Tokyo que vous arrêtez votre activité. Les commandes continuent d'affluer, et on va en voir une qui est vachement sympa, et j'ai envie de vous y emmener. Vous venez avec moi? Avec plaisir. Allez, venez avec moi. Ange, on est au musée de l'armée, aux Invalides. Alors avant d'aller dans la pièce qui vous est consacrée, on va s'arrêter là, si vous le voulez bien. L'exposition Napoléon n'est plus. J'ai voulu qu'on s'arrête ici parce que vous avez travaillé, vous aussi, face à des tableaux classiques. Ça vous est arrivé, notamment au Louvre. On le voit là.
Qui est-ce qui vous a appelé pour travailler au Louvre? Voilà, oui, au départ, c'était Marie-Laure Bernadac, avec laquelle j'avais fait un projet qui s'appelait Contrepoint, où des artistes contemporains étaient invités à dialoguer, à réfléchir, à être sortis un peu de leur contexte habituel, de la galerie qui a les murs blancs, qui est un espèce de white cube parfait. Et là, tout d'un coup, se regarder, se confronter à l'histoire, enfin, à une autre esthétique, à être face à des œuvres dont on n'a pas l'habitude de dialoguer, et de voir comment, justement, le mot contrepoint, comment on pouvait réagir face à cette historicité. Et en sortant justement de ce travail, un jour, dites-moi si je me trompe, on est au milieu des années 2000, vous installez dans un bar, et puis vous êtes avec votre fille, je crois, et puis face à vous, il y a quelqu'un qui vous interpelle, non? Parce que vous avez vu toutes ces madones, et en face de vous, il y a qui? Oui, alors il y a Laetitia Casta. Et lorsque je vois Laetitia, moi je ne vois pas Laetitia parce que je la connaissais pas vraiment. Enfin, je vois une des madones que j'avais vues sur les tableaux. Et quelques semaines plus tard, appel du Louvre. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe alors? Donc on est en 2005. Ils cherchent à modifier l'image de Laetitia, parce qu'à l'époque, si on faisait Internet, Laetitia Casta, voilà, c'était plutôt des images érotiques ou des images dénudées, un peu glamour. Voilà, très glamour. Ouais. Et eux, ils avaient vraiment envie de changer son image de marque, qui lui correspond vraiment, c'est-à-dire quelqu'un qui aime l'art, qui aime le cinéma. Voilà, ils voulaient montrer une autre orientation du territoire de Laetitia. Donc, le fait que ça soit au Louvre, bien sûr, ils ont accepté, ils étaient même emballés. Lorsqu'on a parlé budget, à ma grande surprise, Laetitia a dit « Mais non, ça, je le fais... gratos. Je le fais gratos. » Enfin, voilà. On se retrouve, c'est à l'entrée du Louvre, et il y a cette lumière. Enfin, moi, j'étais ébloui par le visage de Laetitia, et là, je joue avec une lumière qui construit la sculpture et en même temps éclaire, mais on révèle le visage de Laetitia. Donc là, il y a une mise en correspondance entre Laetitia Casta et toute cette mythologie du Louvre. Ce film, il était pour qui, en fait? C'était pour le Louvre, en fait? Pour le Louvre, hein, il passe toujours au Louvre. Hein. Il y a un auditorium au Louvre, et régulièrement, il est dans la programmation des films du Louvre. Hein. Donc ça a profité au Louvre et à Laetitia Casta, qui s'est refait, du coup, aussi, une image aussi, en tout cas... Il n'y a pas que ça qui a refait son image, hein, parce qu'elle a su mener une carrière... Clairement, mais il se passe quelque chose avec vous, parce qu'à ce moment-là, il y a une vraie complicité. Ça lui a donné le goût du cinéma, c'est-à-dire qu'elle a été beaucoup plus ouverte au projet cinématographique. Je pense qu'elle a adoré le tournage, elle a adoré voir comment ça se passait, puis elle était seule face à la Joconde, voilà, donc... Vous aussi, ça va vous donner des idées de cinéma, parce que suite à Des raisons du Louvre, il y a une productrice qui vient vous voir et qui dit « Ange, j'aime bien ce que vous faites, non? Comment ça se passe, là ?» Oui, j'ai été étonné, parce que c'est Adeline Lécalier, qui était une grosse productrice, et qui a voulu aussi que je fasse un film d'artiste, mais enfin qu'un artiste joue avec les codes du vrai cinéma, entre guillemets. Voilà. Et là vous demandez à Laetitia Casta de vous accompagner sur ce projet-là, d'ailleurs? J'ai demandé à Laetitia, au départ elle était d'accord, mais après Laetitia a 4 enfants, et là elle attendait son troisième, donc c'était un peu compliqué. Ça n'a pas pu se faire, mais j'ai rencontré Cécile Cassel et j'ai travaillé avec Cécile Cassel, et pour moi ce film était surtout un film sur la Corse.
Vous avez mis tout vous dans ce film. Ouais, non, mais, ça explose beaucoup. Il y a toute la pyromanie qui... Et ça vous donne encore d'autres idées, justement, parce qu'après Nuit Bleue, vous continuez votre travail, et j'ai mis volontairement cette photo-là. Alors, on a vu Laetitia Casta, bien sûr, mais vous la filmez, elle, Isabelle Huppert. Isabelle Huppert, c'est un shooting, et vous avez à ce moment-là l'idée de les réunir toutes les deux pour faire un film. Oui, oui. Oui. Elles acceptent? Elles acceptent toutes les deux. Et après, les choses se diluent. Elisabeth Huppert avait pour presque 2 ans de tournage, bien qu'elle m'ait donné son accord. Laetitia aussi. Oui, mais bon, c'était dans un créneau, quoi. Dès que le créneau était passé, c'était foutu. Voilà, le créneau était... C'est un regret, ça. C'est un regret, ça, Ange. Non, parce que je pense... quand même, parce que vous avez toujours envie de faire un film. Je crois savoir que vous avez même envie de faire... J'ai toujours envie de faire un film. Mais... Et ce prochain film, ça serait sur quoi, d'ailleurs? Alors, moi, mon prochain film, c'est toujours un des films un peu héroïques. Enfin, quand je dis héroïque, je serais très intéressé de faire un film sur Ponténove. Ah ouais. Oui, c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui est une espèce de Fort Alamo, et je voudrais faire jouer des gens comme, par exemple, le groupe Affiletta, plein d'acteurs corses, et pas que des acteurs, même des artistes, voilà, qui soient réunis avant ce final, avant cette défaite. Et ça me plairait beaucoup de trouver des dialogues, des chants, de faire presque comme un opéra désespéré. Bon, ça c'est un projet. Avant de partir sur les projets, on va partir sur ce qui est fait, vraiment. Sur la réalité. Sur la réalité, hein. Et la réalité, elle est là-bas, elle est au fond du couloir. Allons-y. Allez, on y va. Ange, nous sommes dans votre salle, là. C'est le musée des Invalides qui vous a commandé une œuvre. Voilà, c'est celle-ci, l'œuvre. Elle fait 20 mètres de long. Qu'est-ce qu'elle a commandé, le musée? Alors, on vient de quitter une exposition très cadrée, très historique. Et moi, je voulais retrouver une liberté de pensée, une liberté d'abstraction, de créativité. Et en même temps, j'ai trouvé les coïncidences entre ce qu'a pu vivre Napoléon, jeune enfant, en train de regarder le rivage, le bord de mer en Corse, parce qu'il avait envie d'aller voir ce qui allait se passer de l'autre côté de la Méditerranée, qu'on savait qu'il allait y construire sa vie. Et on se retrouve à Sainte-Hélène, la fin de vie, et il se retrouve plus ou moins face aux mêmes images, enfin à la même situation. Et ces images, vous les avez tournées où? Alors moi j'ai fait aussi une espèce de boucle, c'est-à-dire que je n'ai pas pu aller à Sainte-Hélène, mais j'ai pu aller en Corse. Donc c'est chez moi, dans le Cap Corse, le rivage que je connais bien, et voilà, qui pour moi, c'était seulement ce rivage, cette Méditerranée qui pouvait exprimer ce que j'avais envie de construire, ce que j'avais envie de raconter par rapport à ce moment de solitude de Napoléon à Sainte-Hélène, cette fin de vie, cette presque mélancolie face à cet exil. Et je trouvais que cette mer déchaînée, ces images presque noires, on va le voir, j'ai filmé souvent, c'est-à-dire j'ai pris le contre-pied du côté Austerlitz, c'est-à-dire que ce ne sont pas des ciels lumineux, ce ne sont pas des ciels qui irradient, mais plutôt des ciels introspectifs, des ciels qui intériorisent, qui vont vers l'âme du regardeur. Et là, vraiment, ça prend toute son ampleur. Hein. On voit qu'il y a une histoire qui se passe là, dans ces écrans. Mais non seulement une histoire, mais on voit que c'est aussi une lutte. Il y a cette force aussi de la mer qui vient se fracasser sur ces rochers. C'est ce dialogue aussi entre la mer et la nature, entre la nature qui est cet élément stable et la mer
l'élément qui nous permettait de parcourir le monde, de traverser, Mais ce qui était sa prison, aussi finalement, c'est une violence là. Oui, mais cet élément de la mer, on le voit, il est tout le temps instable, il se réinvente en continu, il est jamais content. Enfin, quand je dis il est jamais content, il en veut toujours plus, un peu comme Napoléon pendant sa carrière, pendant ses péripéties. Et là, lui, il est sur l'île. Il est un peu comme au départ. Il est sur ce rocher qu'il ne peut plus quitter, et il est face à cette poésie, à cette philosophie, à ces éléments qui, pour ainsi dire, sont le symbole de toute sa vie. Enfin, c'est résumé, je pense qu'on peut résumer sa vie en regardant la mer et la terre. Elle va durer jusqu'au début février 2022. Jusqu'en février 2022, oui. Et Ange, ça c'est une boucle qui prend combien de temps? Il y a à peu près une demi-heure, c'est cela? Oui, un peu plus d'une demi-heure, oui, c'est ça. Quand celle-ci ne sera pas finie, il y a une autre exposition qui se fait, avec vous encore, mais du côté du Japon, avec un petit peu le même genre d'écran. Là, il y a pour 20 mètres. Là, au Japon, on sera en haut d'un musée. C'est 4 fois 20 mètres. Donc c'est une œuvre autour de Monet et de l'impressionnisme. Il va y avoir une grande expo Monet et les impressionnistes donc à Tokyo en septembre. C'est la première fois qu'il y aura autant de tableaux et de Monet et des impressionnistes réunis en même temps. Là aussi, pareil, dialogue entre l'ancien et le contemporain. Et les organisateurs de l'exposition m'ont demandé de porter mon regard d'aujourd'hui sur l'œuvre de Monet. Donc je suis allé à Giverny, j'ai passé plus d'un mois où tous les jours j'ai filmé, j'ai eu accès à des archives et j'ai fait cette œuvre qui parle aussi de l'observation, du temps, qui parle aussi de la... Là, par contre, on voit un peu les saisons un peu différentes parce que j'ai filmé à la fin de l'hiver et au début du printemps. On voit donc la floraison des jardins qui change. J'ai essayé un peu de me mettre dans la tête de Monet lorsque j'ai fait ce film et cette installation. Et là, par contre, là, c'est tout sur une ligne. Effectivement, pour Monet, ce sera dans un carré, en fait. Oui, parce que ça reprend un peu le dispositif qu'il y a à l'Orangerie, où on se retrouve ceinturé par les tableaux de Monet. Et là, c'est comme les nymphéas, en fait. Tout à fait. C'est exactement le même esprit. C'est exactement dans le même esprit. On sera à l'intérieur des nymphéas. Alors, vous dites qu'on ne fait pas la valeur de l'œuvre à la taille, mais il y a encore plus grand qui s'annonce. C'est ça? Oui. Ça, c'est 96 mètres. C'est un projet, ça? Oui, c'est un projet qui va se réaliser puisque c'est une commande du Grand Paris. C'est pour la station de métro Brie-Villiers-Champigny. Alors c'est un peu particulier parce que c'est la station qui va desservir la ville d'où était originaire Daguerre, le photographe, donc l'inventeur du daguerréotype. J'avais envie là aussi de contrebalancer par des images de nature, de déséquilibrer ces structures très rigides par des ciels, par des films du début du cinéma, où l'image palpite, où l'image est en train de se construire, où elle est fragile. J'ai essayé d'amener cette fragilité du contenu de mes images par rapport à l'imposition de la future station de métro, qu'il sera prête en 2024 pour les JO, théoriquement. Normalement, l'inauguration devrait avoir lieu en 2024. Mais alors, Ange, permettez-moi, là, c'est presque une consécration. En tout cas, c'est des consécrations successives. Et alors, peut-être que j'exagère, mais j'ai l'impression qu'ici, sur le continent, dès qu'il y a quelque chose de grandiose, on fait appel à Ange Leccia. En Corse, moins Ange. Je ne sais pas quoi vous dire, parce que toutes les œuvres là, que vous voyez, qu'on est en train de regarder, je les ai tournées en Corse. Tout ce qui jalonne les piliers de mon parcours, je les ai toujours créés en Corse. Et pour en rajouter encore une couche, ces œuvres-là qu'on voit là, et les œuvres qu'on a vues depuis maintenant près d'une heure autour de nous, ces œuvres, il faut les conserver, il faut les entretenir, il faut les garder, il faut les valoriser.
Le musée Pompidou est volontaire pour ça, pour vous, hein, Tout à fait, oui. pour garder tout ça, pour conserver. En Corse, il n'y a personne qui s'est proposé pour garder vos œuvres. Écoutez, je vous dis, à un moment donné, il faudrait qu'il y ait une réflexion globale sur... Il n'y a pas que mes œuvres, hein. Il y a une scène, on en a parlé dans cette émission, il y a une scène artistique extraordinaire dans les années 60, autour de José Lawrence et des élèves de la section artistique du lycée de Bastia. Et je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas un lieu qui ait les archives de cette époque. Oui, parce qu'il ne suffit pas de les mettre sur une clé USB, hein, c'est ça. Expliquez-nous un petit peu la difficulté. Pourquoi il faut entretenir ça? Il faut constamment les mettre, les réactualiser? C'est-à-dire que les formats, disons que la technologie est toujours en mutation. À un moment donné, il faut changer les formats. Disons, les œuvres restent. Les originaux sont là. Il va falloir pouvoir les lire à travers les dizaines ou les futurs siècles. Voilà. Et ça, c'est un travail de transfert presque d'ingénieur. Voilà. Et ça, à l'heure actuelle en Corse, en tout cas, c'est pas prêt. La Cinémathèque le fait pour les films. Eh bien, en parlant de films, on va parler de ça, alors, si vous le voulez bien, de lui. Christophe. Parce que ça, c'est une sacrée rencontre. Et c'est une rencontre même un petit peu improbable, j'ai l'impression. Lui, l'oiseau de nuit, vous qui vous couchez, vous êtes couché comme Proust, hein, vous êtes longtemps couché de bonne heure, vous. Une vraie rencontre, une vraie rencontre et une vraie confiance qui est née entre vous. Vous l'avez rencontré au début des années 2000, 20 ans d'amitié, on peut dire? Ah oui, d'amitié, oui, c'était une rencontre. Bon, d'abord, Christophe, c'était un chanteur c'est de ma génération, hein, que j'ai écouté quand j'avais 14, 15 ans, Aline, hein, c'est les premiers slows, les premiers tubes, les premières histoires d'amour, je les ai connues sur des chansons de Christophe. Et après, j'ai eu la chance qu'il m'ait demandé, c'est un peu complexe, j'avais fait une exposition en utilisant des chansons de Christophe, et il a vu cette exposition, et il a demandé à une de vos élèves de vous rencontrer, et de là va naître effectivement une collaboration où vous allez faire des clips à lui, vous allez mettre en image toutes ces scènes depuis 2002 jusqu'à l'au dernier Olympia. Jusqu'au dernier Olympia, oui. Et puis surtout, pour l'anniversaire des 2 ans de sa mort, on est revenu vous voir et on a dit « Dites-moi, Angelecha, vous n'auriez pas un petit peu des images un petit peu sympas ?» J'ai des archives... et vous avez ce genre d'archives. Des archives exceptionnelles, puisque vous voyez, là, c'est moi, je filme, je suis à côté de lui, j'étais la seule personne avec une caméra à qui il permettait d'être si proche. Tout ça va être montré dans un film, justement. Bientôt dans toutes les salles de France et de Navarre, et même en Corse. J'espère, oui. Hein? Même du côté de chez vous, on va le voir. Oui, dans mon village, j'ai un vidéoprojecteur, je ferai une projection. Bon, vous le savez qu'il y a une tradition dans l'émission, c'est de faire un selfie. Et là, c'est moi qui fais que ça. Bon, allez. Avec plaisir. Mettez-vous à côté de moi, un beau sourire, Ange. Voilà. Et ça, figurez-vous que c'était le 100e selfie, parce qu'on est sur la 100e émission avec ou sans filtre. Et c'est vous qui nous avez fait l'honneur de nous accompagner. L'honneur, il est sur la 100e. Non, vraiment, vraiment, merci beaucoup. Merci. Pour tout ce que vous nous avez donné, tout ce que vous nous avez montré, Angelecha. J'espère que ce n'est qu'un début. J'en suis sûr. À une prochaine. Merci beaucoup. Allez, merci de votre patience. Oh là là, allez, on s'en va.